Alors bonjour, dans cette deuxième vidéo concernant ce chapitre 3 et donc la semaine du 16, je vais revenir, je vais voir avec vous ce qui a été vu en classe le jeudi, le jeudi, le jeudi 19, le jeudi 19 novembre. Donc à partir du jeudi 19 novembre, on en est arrivé là, au grand C, rapport de classe, rapport de domination, l'analyse de Pierre Bourdieu. Donc là, l'idée, ça va être dans cette dernière sous-partie de montrer que Pierre Bourdieu, justement, dans son œuvre, dans son travail, justement, Pierre Bourdieu a mis en avant une, une combinaison, on va dire ça comme ça, une combinaison, un mélange, une synthèse, voilà, plutôt une synthèse entre Karl Marx et Max Weber. Et justement, il va s'emparer justement de la théorie marxiste et de l'analyse weberienne de la structure sociale. Donc vous avez un texte à lire d'Igor Martinache, avec deux questions auxquelles répondre. Ce texte est dans votre dossier documentaire. Donc je reviens dessus, on va répondre aux questions. Donc par exemple, la première question, c'est quelles sont pour Bourdieu les deux dimensions principales de la stratification sociale? Euh, Bon, pour Bourdieu, les deux dimensions sont le capital culturel et le capital économique. Vous le voyez un petit peu sur sur ce premier schéma. Je vais vous le zoomer d'ailleurs, ce sera peut-être plus simple. Voilà. Donc, pour Bourdieu, les deux dimensions essentielles du capital, c'est le capital économique et le capital culturel. Bon, le capital économique, c'est assez simple, on peut le définir comme étant les ressources économiques à disposition des ménages. Tandis que le capital culturel, vous le voyez ici, on le subdivise en trois catégories. Le capital culturel objectivé. Alors, le capital culturel objectivé, c'est par exemple tout ce qui concerne les œuvres d'art. Quand je dis œuvres d'art, ce sont toutes les œuvres, que ce soit des œuvres littéraires, des œuvres musicales ou encore des œuvres, des plateaux, des plateaux, des peintures, des tableaux, voilà ce que je voulais dire, des tableaux, des sculptures, etc. Ça, c'est le capital culturel objectivé. Tandis que le capital culturel certifié, c'est le capital culturel qui vous concerne, c'est ce que j'ai dit à vos camarades, c'est ce que j'ai dit en classe jeudi, c'est le capital qui vous concerne vous, c'est-à-dire le capital euh, que vous allez chercher, donc le capital culturel par les diplômes. L'institution scolaire, l'État français certifie que vous atteignez tel ou tel niveau de diplôme, et donc de capital culturel. Et enfin, le dernier type de capital auquel Bourdieu s'intéresse, mais qu'on ne met pas en évidence dans ce texte, c'est le capital culturel, le capital social, pardon, pas le capital culturel, mais le capital social. Et le capital social, lui, constitue l'ensemble des relations sociales des individus. En gros, tout ce qui concerne les réseaux sociaux des individus, enfin les réseaux sociaux que vous avez vus en première, je vous renvoie sur le chapitre en première, et donc ce capital social permettra aux individus de se situer hiérarchiquement dans la société. Donc là déjà, si on revient un petit peu sur ces deux dimensions, enfin sur ces trois dimensions ici, euh, on constate déjà que la vision marxiste des choses est dépassée, et donc c'est une vision assez weberienne de la société, de la stratification sociale. Euh, Question 2. Selon Bourdieu, de quoi dépendent les goûts des agents sociaux? Bon, les goûts des agents sociaux dépendent essentiellement de la dotation capitale culturelle et économique, euh, et donc de la place des individus dans la structure sociale. C'est de ça dont dépendent les goûts musicaux, les goûts alimentaires, les goûts esthétiques, etc. des individus. Comment les goûts ne proviennent, contrairement à ce qu'on dit, ne proviennent pas de la nature. Les goûts proviennent essentiellement, justement, selon Bourdieu, proviennent essentiellement de la place des individus dans la structure sociale. Et plus les individus sont dominants, économiquement, socialement et culturellement, plus ce sera ces individus-là qui placeront le curseur du bon goût, du mauvais goût, de ce qui est beau, de ce qui est laid, etc. etc. Cette histoire de goût provient effectivement
de la place dans la société des individus. Donc, à partir de ce document, justement, on peut noter une synthèse, on peut faire une petite synthèse, euh, et je reviendrai aussi sur ce schéma, justement. Donc, Pierre Bourdieu, 1930-2002, va proposer, il est décédé en 2002, va proposer une analyse de la structure sociale qui combine à la fois, comme je vous l'ai dit, hein, l'analyse de Karl Marx et l'analyse de Max Weber. Hein. Pierre Bourdieu construit un espace multidimensionnel, comme Max Weber, à partir des formes de capitaux détenus par les individus. Le capital économique, le capital culturel et, bien entendu, le capital social que vous avez ici. Hein. Et donc, cet espace est notamment marqué, vous le voyez ici, par des rapports, hein, par des rapports de domination. Pardon. Euh, pour, euh, pour Bourdieu, rapidement, euh, les classes sociales qui se dessinent, qu'il représente, que Bourdieu représente, ne sont pas nécessairement mobilisées. Hein. C'est là où on revient une nouvelle fois sur l'analyse weberienne. Hein, pour Bourdieu, par contre, la domination, elle est plus ou moins visible. Hein. Quand chez Marx, la domination, elle était évidente, elle était là, elle était aller à la limite dans la nature des individus. Hein. Vous savez, cette opposition entre prolétaires et capitalistes. Eh bien, cette fois-ci, pour Bourdieu, cette domination, donc, elle est plus ou moins visible, on va dire inconsciente, et donc les classes sociales, pour reprendre ma synthèse, hein, les classes sociales n'ont pas disparu pour Bourdieu. Hein, elles existent, elles sont là. La seule différence, justement, c'est ce rapport de domination entre les classes sociales. Donc, elles sont là, ces classes sociales existent pour Bourdieu, elles existent dans la mesure où les groupes sociaux sont dotés de manière très inégale en ressources. Hein, par exemple, pour Bourdieu, dans La Distinction, hein, son ouvrage, en 1979, les classes sociales se différencient en fonction de leur mode de consommation. Hein, il met par exemple en évidence que les bourgeois auront tendance à pratiquer le golf en pratique sportive, tandis que les classes populaires auront tendance à choisir un sport beaucoup plus populaire, beaucoup plus accessible, c'est-à-dire le football, hein, avec des règles plus ou moins claires. Euh, on peut aussi utiliser ce choix de consommation dans la consommation des prénoms des enfants. Par exemple, les classes dominantes, les classes supérieures, auront tendance à choisir un prénom qui se rapproche de l'aristocratie, tandis que les classes populaires auront tendance à choisir un prénom qui se rapproche de la culture américaine, de la culture de masse, c'est-à-dire des prénoms américanisés. Hein. Et donc les tentatives d'imitation des classes populaires sur les bourgeois seront rejetées par les classes dominantes et seront vues comme illégitimes. Hein, par exemple, le fait, si on prend un exemple de consommation récente, le développement du bio, hein, la nourriture bio. Hein, pendant les années, au début des années 2010, ceux qui consommaient essentiellement de la nourriture bio étaient la classe dominante. Et puis, cette consommation de bio s'est répandue dans toutes les sphères de la société. Et finalement, les dominants continuent de consommer bio, mais vont consommer des produits davantage exotiques, qui marqueront justement une distinction. Hein. Ils s'écarteront de ce que la classe populaire fait, par exemple. C'est ce que j'expliquais en classe avec la consommation de plats tels que les ceviches. Hein, les ceviches, ceviche, bon, c'est la consommation de poisson, une forme de cuisson du poisson qui provient d'Amérique du Sud, hein, essentiellement. Donc voilà, les bourgeois ont tendance à justement à mettre en place une distinction. Je reviens sur ce schéma, justement, euh, et je reviens sur Pierre Bourdieu et son analyse. Alors, on constate que pour Pierre Bourdieu, donc vous voyez ici, hein, sur le schéma, que Bourdieu constate qu'il y a une existence de classe sociale et qu'elle se distingue, on l'a déjà dit, par leur dotation en capital, économique, culturel et social. Hein, et le capital culturel sous-divisé. Les classes sociales entretiennent des rapports de domination, enfin la classe dominante entretient un rapport de domination vis-à-vis des autres,
et donc exerce ce que les sociologues appellent une violence symbolique. C'est-à-dire que la violence ne sera pas physique, elle sera davantage dans les symboles, comme par exemple le choix du prénom ou le choix de l'établissement. Hein, si on prend par exemple le cas de la démocratisation scolaire, les, euh, les, les, les classes dominantes jusqu'en 68 envoyaient leurs enfants dans les universités, puisque c'était assez rare d'aller dans les universités. Et finalement, plus ces universités se sont démocratisées, plus les classes sociales supérieures ont fait en sorte d'éloigner justement leurs enfants de ces milieux populaires, et donc les envoient dans des établissements privés, etc. Mais on constate aussi avec le choix de l'établissement secondaire, hein, ou le choix des options en collège ou lycée, on aura tendance à regrouper les classes sociales en fonction, recouper même les classes sociales en fonction des options choisies par les enfants, notamment les classes de latinistes, les classes euro, etc. On retrouve généralement des enfants issus de milieux sociaux assez favorisés. Et donc c'est une stratégie de distinction. Hein, quand les classes dominées rejoignent les dominants, les dominants arrêtent de consommer tel ou tel type de culture, etc., pour continuer à se distinguer, justement, des masses populaires. Voilà. Voilà pour cette troisième sous-partie. Euh, Ensuite, vous avez une activité en marche vers le bac à faire, hein, c'est-à-dire répondre des questions sur un document. Je vous ai mis une méthodologie à l'intérieur du dossier documentaire. Euh, donc l'analyse, rapidement, je fais un point conclusif sur cette première grande partie. Donc on constate que l'analyse sur des classes sociales est assez divergente. Hein. On part de Karl Marx, on arrive à Max Weber, pour finir à arriver à l'analyse de Pierre Bourdieu. Et finalement, la question qu'on pourrait se poser aujourd'hui, c'est est-ce que finalement, dans une société telle que la nôtre, est-ce que finalement on peut toujours affirmer qu'il existe des classes sociales? Et justement, on passe au grand 3. Peut-on encore parler de classe sociale de nos jours? Et le grand A, hein, une disparition des classes sociales, et enfin, vers une société moyennisée. Donc vous aviez ce document à travailler. Je fais le corriger maintenant. Hein. Comme ça, on essaye de faire une vidéo assez courte. Donc, première question, quel est le constat effectué par Martin Thibault dans son enquête sur les ouvriers? Eh bien, il constate, Martin Thibault, dans ce tableau, que ceux qui occupent aujourd'hui un emploi d'ouvrier, on le constate, ne se disent pas ouvriers et ne se reconnaissent pas non plus dans le terme. Deuxième question, en quoi le travail d'associate dans un entrepôt de préparation des colis Amazon peut-il être considéré comme un travail ouvrier? Eh bien, on, tout simplement parce que c'est un travail d'exécution, c'est manuel et c'est répétitif et encadré. Et pour reprendre ce qu'une de vos camarades a dit, c'est un travail qui se fait généralement debout. Troisième question, comment évoluer le sentiment d'appartenance à la classe ouvrière? Eh bien, le sentiment d'appartenance à la classe ouvrière, on le voit, hein, il est passé de 23% à 6%. Donc 17 points d'écart, ou alors on fait un coefficient multiplicateur qu'on arrondit, et on constate que 23 divisé par 6, ça fait environ 4. Donc le sentiment d'appartenance à la classe ouvrière a été divisé par environ 4. C'est là l'idée du calcul. Dernière question, est-ce qu'il est encore pertinent de parler de classe sociale? Alors, on pourrait dire que les membres de cette classe ont des points communs dans leur métier, cependant, le manque d'identification a tendance à affaiblir la pertinence de la notion de classe ouvrière. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ce tableau. Donc déjà, vers une société moyennisée, déjà, on constate que les classes sociales, justement, ont tendance à pas beaucoup se reconnaître, à pas beaucoup s'identifier une classe sociale, et voire même ont tendance tous niveaux confondus, ont tendance à se ranger dans la classe moyenne. Donc, un manque de sentiment d'identification aux classes sociales, hein, qui pourrait expliquer la moyennisation. Ensuite, vous avez un deuxième document que vous avez dans le dossier documentaire sur Henri Mandras, et on a deux questions. Hein. Relever dans le document des éléments qui permettent d'évoquer la moyennisation de la société, et deuxième question, en quoi cette analyse de la société peut-elle être remise en question? Alors pour la première question, je vais le corriger, je ne l'ai pas mis dans ma diapo. Hein.
Je vais le corriger, hein, pour la première question, donc je reviens dessus. Relever dans le document des éléments qui permettent d'évoquer la moyennisation de la société. Eh bien, on constate une émergence des classes moyennes, ce que Mandras, dans son texte, appelle une constellation centrale. Et ces classes moyennes se situent entre les classes supérieures et les classes populaires. On parle même d'uniformisation des comportements de consommation, comme par exemple les équipements ménagers, les voitures, les lave-vaisselle, euh, les télévisions aussi. Et donc on constate aussi par ailleurs une idée de réduction des inégalités. Question 2. En quoi cette analyse de la société moyennisée peut-elle être mise en question? Eh bien, on peut remettre en question cette analyse de la société par la hausse des inégalités économiques, une plus faible capacité de mobilisation des classes moyennes comme force politique, capable d'agir pour défendre ses intérêts, et une fragilisation croissante des classes populaires et des classes moyennes, justement, euh, dans la société depuis les années 80. Regardez le sentiment de déclassement des, euh, du mouvement des Gilets jaunes, par exemple. Hein. Et ensuite, pour finir cette vidéo, qui fera quand même quelques minutes finalement, pour finir cette vidéo, il y a une synthèse à trois à compléter. Hein. Je vais la lire et ensuite j'arrêterai la vidéo. Donc, Henri Mandras, lui, va chercher à dépasser les analyses classiques des classes sociales. Pour lui, la société peut être représentée sous forme de toupie, qui est composée de plusieurs constellations. Il souligne l'existence d'une vaste classe moyenne apparue entre les années 60 et 80. Mandras y voit le symbole de la modernité et de l'innovation sociale. La moyennisation peut être définie comme la tendance à la réduction des inégalités de niveau de vie qui se traduit par le développement d'une couche moyenne dans la société. Cette classe moyenne serait, entre autres, composée principalement de cadres et elle aurait tendance à s'étendre à l'ensemble de la société. Ce phénomène est dû à la hausse du pouvoir d'achat pendant les 30 glorieuses, l'essor des emplois de service, la tertiarisation, l'avènement d'une société post-industrielle et l'homogénéisation progressive des modes de vie et des pratiques sociales. La réduction des inégalités, apparue lors des 30 glorieuses, permet donc à Mandras d'annoncer la fin des classes sociales et de voir la classification de la société en termes de classe d'âge et non plus en termes de classe sociale. La réduction des inégalités passe par une hausse du pouvoir d'achat des ménages avec l'instauration du SMIG, salaire minimum interprofessionnel garanti, devenu SMIC depuis 50 et devenu SMIC de croissance depuis 70, la fin des quartiers ouvriers, le déclin des effectifs ouvriers dans les PCS, 39% de la population active en 62 et 25% de nos jours, le fait que les ouvriers puissent accéder à la consommation de masse nous font penser donc à une moyennisation de la société. Toutefois, cet ensemble semble plus proche de la réalité des années 60 et des années 70. Alors que la dégradation du contexte économique depuis les années 80 semble réactiver les frontières entre les classes sociales, les classes moyennes connaîtraient des difficultés croissantes liées à la fragilisation de leur situation économique et une mobilité sociale ascendante plus difficile à atteindre. Certains sociologues, comme Louis Chauvel, vont jusqu'à évoquer un malaise contemporain des classes sociales. Elles seraient fragilisées économiquement, mais de plus en plus touchées par le déclassement. Sur ce dernier point, les analyses sociologiques divergent et le débat demeure ouvert sur la réalité de ce malaise des classes sociales. Donc voilà pour cette nouvelle partie, le petit 1 sur la disparition des classes sociales. En classe, à partir de lundi, on s'intéressera à l'existence de distanciation inter- et intraclasse, le petit 2. Enfin, on s'intéressera à l'articulation entre le rapport de classe sociale et les rapports de genre. Et enfin, on finira, je pense, lundi, cette partie et donc ce chapitre avec le grand B, les classes sociales n'ont pas disparu. Donc je suppose que lundi, nous aurons terminé et que mardi, donc, nous passerons au chapitre 4, un nouveau chapitre de sociologie, un chapitre sur l'école. Voilà pour cette nouvelle vidéo. Bonne fin de semaine, bon week-end.